Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et on se retrouve pour la deuxième partie de cette matinée. Vous savez qu'entre midi et 13h, nous reviendrons sur l'actualité des JO. Sud Radio et l'actualité des JO, c'est sur Sud Radio. Nous parlerons des athlètes, bien sûr, de la trêve olympique. On le fera avec Joseph Ruiz. Mais d'abord, mettez-vous d'accord avec nos 4 débatteurs ce matin que j'accueille. Nous accueillons Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Bonjour Alexandre. On peut dire que Sinopia, c'est un plus près de la droite. Vous aimez pas ce classement? Non, il faut que je me sorte cette idée de la tête. Il faut sortir ça. Le vice-président de Sinopia s'appelle Jean-Claude Mailly. Jean-Claude Mailly, qui est donc un ancien patron de Force ouvrière. Alors, je pense que si on était un peu droite ou clairement de droite, je pense qu'il y a plusieurs personnes dans notre conseil qui ne sont... Voilà, on n'est pas de droite. J'essayais désespérément d'équilibrer mon plateau ce matin, ça marche pas. Nous essayons de ne pas être nulle part. D'accord. Bon, on va voir quelle est votre sensibilité sur les questions liées aux entreprises. Par exemple, quand on va parler des 500 plus grandes fortunes de France, le classement de Challenge, le nouveau classement, le 30e, et on verra que les choses évoluent. Denis Jacquet, précisément, vous êtes chef d'entreprise, bonjour. Vous gérez ce qu'on appelle une plateforme qui agrège des contenus qu'on peut aller voir. En effet, ça s'appelle Top Scream, et vous m'avez expliqué que c'était un peu une sorte de Netflix, mais Netflix, des conférences, vous savez, les TEDx, les conférences que des grands experts réalisent, les entreprises réalisent dans le monde, et on peut y apprendre beaucoup de choses finalement, faire un benchmarking de l'intelligence économique intelligente, c'est-à-dire qu'on va aller voir finalement qui dit quoi sur telle nouveauté en matière d'informatique ou en matière de médecine ou en matière de biologie, et c'est passionnant. Et vous êtes embauché, Thierry. C'est ça. Vous avez un nouveau job, vous n'étiez pas au courant, mais ça démarre demain. Écoutez, on verra ça. C'est très aimable à vous, mais enfin bon, En revanche, Denis Jacquet, on vous connaît, peut-être on se souvient pas, mais moi je me souviens d'un grand papier dans Libé il y a quelques années, il y a 2-3 ans, quand vous avez mené le combat du mouvement que vous avez appelé les pigeons. Ah, les pigeons, vous 2013. défendiez, 2013, vous voyez, c'est même assez long, assez vieux. Vous défendiez face à François Hollande et le gouvernement l'idée qu'il fallait aider les entreprises, notamment de la tech, et non en pas France, les surtaxer. Et non pas les surtaxer. Donc on voit que vous êtes critique et un grand défenseur des entreprises. Georges Kusmanovic, bonjour. Bonjour. Alors vous avez été candidat à l'Élysée, tout simplement, si j'ose dire, candidat à la présidence de la République. Vous êtes le président de République. Non, il y avait un objectif avec Arnaud Montebourg. Donc avec Arnaud Montebourg, on peut dire gauche souveraine. Vous êtes souverainiste de gauche. Souverainiste de gauche, républicain de gauche. Néo-chevènementiste. Vous choisissez... Chevènementiste, la défense aussi des entreprises. Proto-clémenciste. Voilà, ce que vous voulez. Là, on a perdu tout le monde. On verra si vous êtes proche du nouveau Front. Ceux qui connaissent Clémenceau. On verra si vous êtes proche du nouveau Front populaire et vous nous direz dans un instant comment vous réagissez à la réélection de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Et enfin, nous sommes en ligne avec Pascal Bataille. Bonjour Pascal. Pascal est animateur, producteur de télévision bien connu, et il nous dira un peu comment il réagit. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule, peut-être coups de cœur et coups de gueule. Denis Jacquet, qu'est-ce qui vous inspire ce matin dans l'actualité, et à qui voulez-vous soit rendre hommage, soit au contraire donner un petit coup sur la tête? Sur l'actu, on va être bien doté ce matin avec les sujets qu'on va aborder. Non, moi, je vis aux États-Unis, je suis rentré. Mais je suis rentré dans mon quartier où j'étais en France, qui est pas très loin d'ici, au Troca. Et je m'imaginais que pour tout le monde, les JO seraient la fête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les commerçants vont dire waouh, afflux de chiffre d'affaires, je vais tripler mes bénéfices, je vais enfin faire des vraies recettes. Voilà. Et là, j'arrive dans cette terrasse où j'allais presque tous les matins rejoindre des amis, et elle est vide. Le Troca est vide, on retrouve cette espèce de Gestapo CRSI tous les matins qui bloque les rues d'accès aux trucs. Ça me rappelle les époques pendant le Covid, avec ces papiers, ces QR codes, carrément, etc. Le Covid. Ouais, alors moi, cette période m'a marqué parce que j'ai trouvé cette gestion en France totalement insensée, mais nous, en Floride, tout était ouvert, donc et on n'est pas mort, on est toujours là, donc ce qui prouve qu'on pouvait avoir une autre politique. Et c'est vrai que c'est très étrange de retrouver ça. On voit qu'à nouveau, on est dans l'interdiction et non pas dans la fête.
Et ça fait peur. Et quand vous savez le chiffre d'affaires que fait le Troca et d'autres endroits, vous avez un des cafés qui a mis des panneaux en bois parce qu'ils ont peur des massacres, ils ont peur des insurrections, ils ont peur d'un tout, peut-être un petit peu trop, mais ils ont fermé. C'est-à-dire que le moment où ils font le plus d'affaires traditionnellement va être fermé tout l'été. Mais au fond, je trouve ça insensé, alors que dans tous les pays du monde, à Londres, à Los Angeles, partout c'est passé, ça a été la fête aux entreprises et la fête aux commerçants. Mais vous dites, qui ciblez-vous c'est un coup de galop à nous tous, aux Français? On ne sait pas faire la fête? Ou c'est les règles qu'on nous a imposées? On sait mettre des protocoles de sécurité pour tout, parce qu'on est un pays qui adore le principe de précaution au point de le mettre dans sa constitution. Voilà. Et tous ceux qui font du succès une exception, font toujours de la sécurité un principe, et donc ça mène jamais nulle part. Donc c'est une espèce d'association de malfaiteurs entre la mairie d'Hidalgo, mais enfin ça on est habitué, c'est désespérant ce qu'elle a fait de cette ville de Paris. Quand on vient de l'extérieur, on se lamente. De la préfecture, bien évidemment, qu'elle a aussi pour surjouer le principe de précaution. Enfin, tout est axé sur la sécurité et rien sur la fête et le tourisme et le chiffre d'affaires. C'est peut-être un petit peu tôt, on en parlera tout à l'heure. Mais les acteurs économiques sont à blâmer aussi. Quand ils ont commencé à mettre les hôtels à 500, 800 balles la nuit, plus personne n'y est venu. Ouais. Du coup, aujourd'hui, ils pleurent parce qu'ils sont à 60% de taux d'occupation, ce qui devrait être à 150%. Et puis de l'autre côté, on a laissé effectivement faire les locataires qui ont sous-loué contre Airbnb à des prix je peux le comprendre, tout le monde n'a pas des budgets héroïques pour ses vacances, et donc du coup aujourd'hui on se retrouve avec des trucs vides de partout. C'est d'une tristesse. Moi, que je me balade dans le quartier, je me demande si on est à Tchernobyl juste après l'explosion ou bien à Paris au milieu des jours. Pour compléter ce que dit Alexandre Malafaille, c'est que ce qui est un peu agaçant, c'est qu'évidemment on aura fait Paris Instagram. C'est-à-dire que les lieux qui vont être montrés ont été à peu près finis en termes de travaux. Moi, j'habite le 15e à Paris. Il y a encore un certain nombre de rues. Je mets des guillemets, c'est Sarajevo, quoi. C'est-à-dire que les travaux sont pas terminés. Vous avez des images ce matin qui sont ravageuses. Non, mais c'est pour ça que j'ai mis des guillemets, mais c'est pas sympa. C'est-à-dire que ça fait des mois qu'on a des chantiers qui sont pas terminés, des trottoirs qui sont défoncés, et ça continue, et ça va continuer encore des mois parce qu'on a fait la priorité pour les JO. Après, moi, je vais compléter ce que dit Denise sur 2 points. Il y a un problème de séquence, c'est-à-dire que ça fait malheureusement un certain temps que la France envoie des images d'insécurité dans le monde. Donc forcément, en plus du prix des hôtels, des Airbnb qui ont flambé de mer. C'est vrai qu'il y a des craintes, il y a des pays, il y a des continents où ils regardent en disant ah oui, quand même là en ce moment c'est pas évident d'aller à Paris, donc ça fragilise un peu l'attractivité. Et puis deuxièmement, il y a un choix, mais ça c'est les conséquences du choix. C'est-à-dire qu'on a décidé de faire dans Paris un maximum de choses. Et ça met un niveau de pression phénoménal sur une des villes les plus peuplées au monde. Il ne faut pas perdre de vue que Paris, c'est près de 24 000 habitants par kilomètre carré. C'est-à-dire qu'on est 3 à 4 fois plus nombreux que en Floride, à New York, à Londres, en Californie, à Berlin. Voilà, on est très très dense dans Paris, et Paris est petite couronne. Et on a voulu faire dans Paris des épreuves, la cérémonie d'ouverture, tout ça dans un périmètre extrêmement concentré. Donc ça a des conséquences en cascade depuis des mois sur la vie des Parisiens, sur le transport, sur effectivement les accès, et tout ça petit à petit raconte quelque chose qui est pas sympa pour tous ceux qui sont normalement pour qui ça aurait dû avoir une fête. C'est-à-dire que la première fête, c'est peut-être pas uniquement les touristes japonais ou chinois ou américains, c'est quand même les Français. Et tout ça nous a bien compliqué la vie, et je pense qu'ils auraient dû faire le truc un peu pensé autrement et où ne pas perdre de vue que cette ville elle est trop dense. Ah bon, est-ce que je me fais l'avocat du diable parce que je suis là pour ça, mais je vais passer la parole dans un instant à Georges Kuzmanovic, mais tout de même messieurs, est-ce que vous avez conscience que vous allez peut-être être totalement démenti dans une semaine, par exemple jeudi soir, après la cérémonie d'ouverture, si c'est un succès, ce qu'on espère. Vendredi soir, vous avez raison, pardon. Si c'est un succès, ce qu'on espère, si c'est la fête que l'on pressent sur la scène, qui est quand même un spectacle, un cadre, un théâtre magnifique pour ça, avec les danseurs, avec la musique, et puis les épreuves. Paris, la ville de Paris, sa mère, heureusement ou malheureusement, veut vendre du rêve, et on a déjà les plans de ces lieux qui ont été construits avec le public, des places pour le public, des gradins, et puis derrière, on voit l'Arc de Triomphe, on voit la Tour Eiffel, on voit déjà ces images-là, et c'est ça qui va rester. Vous allez peut-être être totalement démenti, on l'espère, dans une semaine. Mais moi, franchement, j'en rêve, et la France le mérite. Mais on a choisi. Mais pour l'instant, vous ne le sentez pas venir. Il va y avoir on en parlait avec Alexandre hors antenne tout à l'heure. Il va y avoir
ce défilé sur la scène, moi je trouve que c'est une idée magique, c'est fantastique, parce que ce qui reste à la France, c'est son passé. Malheureusement, j'aimerais qu'il lui reste plutôt son avenir. Imaginez le long de Notre-Dame, le long de la Tour Eiffel. Donc ça, c'est magnifique, et on sait produire. C'est ces souvenirs-là qui resteront dans la tête des gens. Depuis Jean-Paul Goude, encore avant, on sait produire des images exceptionnelles qui mettent la France en image. Mais à un moment donné, c'est comme la politique, il y a l'image et il y a la réalité. La réalité derrière la façade, elle n'est pas aussi sympa. Et puis après, on a fait des choix artistiques qui sont contestables. Alors, quand je dis que Aya Nakamura n'était pas celle qu'il fallait choisir, moi c'est facile à dire. Ma femme est africaine et noire, donc on peut pas se soupçonner d'avoir quelque chose contre elle. Pourquoi mais quelqu'un qui massacre la langue française comme le symbole de la France, pour moi, est juste une... Voilà, on aurait mis MC Solar, ça avait de la gueule. Il manie le verbe aussi bien qu'un grand poète. C'est un goût. Dja, quand j'ai découvert Dja, pour moi, Dja, c'est pas la France d'une langue qui parle et d'une langue qui vit. C'est pas Victor Hugo et Notre-Dame de Paris et la chanson sur Notre-Dame de Paris. Bon, Aya Nakamura a été pulvérisé par Ariel Dombal il y a 2 jours, c'était une catastrophe. Oui, on était dans les deux extrêmes du pire. Devant l'hôtel de ville de Paris. Il faut dire ça, parce que tout le monde n'a pas suivi. C'était assez terrible et les commentaires étaient. Je suis assez d'accord. Mais finalement, Ariel Dombal, ça fait aussi peur. Je suis d'accord. Écoutez, ce matin, moi, je suis venu chez moi à Beaulieu Sud et j'avais rendez-vous avant de venir ici, avenue Victor Hugo. Et j'avais oublié que c'était le jour où commençait la folie. Et j'ai fait un vélo, donc là j'ai un Tour de France dans les pattes, parce que j'ai découvert qu'il y a un pont qui est ouvert complètement à l'est de Paris, et un pont à l'ouest. Donc c'est très compliqué. Et modulo par rapport à ce que vous avez dit, les policiers font ce qu'ils peuvent. On voit bien, ils étaient très gentils. On voit bien qu'ils essayent. Eux-mêmes trouvent que c'est un peu bizarre. Ils n'ont pas exactement la même. Ils essaient de garder le sourire et de nous laisser le sourire. Je salue un adjudant-chef qui vient de Lyon, le pauvre. Ils l'ont ramené de Lyon, qui va passer là. Parce qu'ils ont ramené toutes les forces de France à Paris, ce qui est un petit peu le problème. Ils ont même ramené le Qatar, j'ai vu hier. Oui, le Qatar. Fantastique. Donc l'État qui finance le Hamas et le terrorisme, aujourd'hui dans nos rues, soi-disant pour notre sécurité. Fantastique. Oui, mais tout à l'heure, j'ai croisé les Indiens, la police indienne. Donc elle peut contrebalancer le Qatar, parce qu'ils n'aiment pas beaucoup le Pakistan. On va pas faire tout de suite la géopolitique. Géopolitique de rue sur le pavé de Paris. Mais juste pour rire, il y a un monsieur qui était au pont de Birakem, qui en pouvait plus, il hurlait mon téléphone a plus de batterie, je peux pas montrer le QR code. Et la dame, la policière disait il peut pas, c'est la règle. Mais moi je vais passer à la nage, vous faites il commençait à je vais faire comme c'est le premier jour. Comme Hidalgo. Et après des klaxons, je vous dis, je n'ai pas le délire. Donc ça va. Et c'est que le premier jour de la trêve. J'espère que le prix à payer permettra d'avoir quelque chose de beau, comme vous dites. Mais pour ceux qui sont à Paris, ça va piquer un petit peu. Disons que la promesse, c'était de faire des jeux populaires. Et c'est vrai que ça va être des jeux touristiques, ça c'est sûr. Oui, les touristes qui sont là-dessus sont contents. Moi, je pense qu'effectivement, les images qui seront projetées, sauf problème, elles seront plutôt chouettes. J'espère qu'effectivement, tous les aspects logistiques vont être réussis, parce que typiquement hier soir, quand même, quand j'ai pris le métro, j'ai bien galéré pour rentrer chez moi, après 1 heure de retard de la SNCF, parce que ça arrive aussi, les trains sont pas d'une grande fiabilité dans ce cher pays. Voilà, le métro, j'ai mis 1 heure pour faire ce que je mets d'habitude à faire en 25 minutes, parce que les métros sont pas toujours non plus en très bon entretien. Voilà, donc j'espère que tout ça va bien se passer, mais voilà, après, est-ce que ça fera suffisamment de business, suffisamment de chiffre d'affaires? Est-ce que les Parisiens, in fine, s'y retrouveront dans leur vie de tous les jours? Alors, il y a un énorme avantage à ces JO, après c'est l'élément qu'il faudra retenir, c'est que le 90% des moyens liés à ce qu'on appelle l'héritage ont été concentrés sur la transformation de Saint-Denis. Voilà. Et ça, c'est ce qui restera. C'est-à-dire que Saint-Denis, qui était au nord de Paris, exactement, qui était effectivement, qui est là où on accueille le village olympique, qui est là où un certain de voilà. Et cette ville-là, elle va être passée d'une ville de banlieue, on va dire un peu sinistrée, dans un état assez terrible, à tout d'un coup une ville qui va être assez proche du standard de Neuilly ou peut-être pas Neuilly, mais en tout cas de Courbevoie ou d'Issy-les-Moulineaux. Non, mais ça va être très bien. C'est juste une affaire d'administration. Il y a quelques milliardaires à Saint-Denis qui vont se. Mais ça peut y venir. Voilà, ça, ils ont fait un magnifique travail d'aménagement. Tout ça va rester. Donc quelque part, l'héritage aura été concentré à ce niveau-là. Et rien que ça mérite. Et c'était déjà à mettre de l'emploi, parce que s'il n'y a pas d'emploi, on peut peut-être défaire des ponts. Paris ne s'est pas fait en un jour, Jérémy. Alors on va rester Paris et puis la France. On va peut-être se défaire en quelques mois. Ne soyons pas exclusivement parisiens, même si c'est à Paris que ça se passe les JO, bien sûr. Et c'est ça dont on parle. Mais imaginez tous ceux qui sont avec nous là, qui nous écoutent sur Sud Radio, dans le Sud-Ouest, dans le Sud-Est, dans tous ces endroits magnifiques, évidemment, même en Alsace. Allez, vous restez avec nous, c'est Mettez-vous d'accord dans les débats de l'été sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier.
Et avec nous jusqu'à midi, nos 4 débatteurs. Alexandre Malafaille, le président du think tank Sinopia, un chef d'entreprise, défenseur des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, de ceux qui investissent pour développer la tech, par exemple, française. La version française de la tech, c'est Denis Jacquet. Georges Kusmanovic, vous êtes président de République Souveraine. Vous avez été un camarade de jeu politique d'Arnaud Montebourg, de Jean-Pierre Chevènement aussi. Vous êtes proche de la gauche souverainiste. Vous avez été candidat à la présidence de la République. Pascal Bataille. Bonjour Pascal. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver, vous êtes producteur, animateur de télévision bien connu, vous êtes avec nous ce matin. Voilà, vous êtes tous les 4 avec nous et je vais me tourner vers vous. Pascal, vous avez un coup de cœur, un coup de gueule, vous avez pensé à quoi ce matin? Qu'est-ce qui vous inspire de l'actualité? Je voulais faire un petit coup de cœur hors actualité politique, qu'elle soit nationale ou internationale, parce qu'il n'y a rien de très réjouissant là-dedans. Je suis au Festival d'Avignon en ce moment, au Festival de théâtre. Vénard. Et voilà, ce qui me vaut d'être en visio avec vous et pas dans le studio. Et je voulais en profiter pour faire un petit coup de projecteur sur ce festival. Alors il y a le IN évidemment, mais il y a cette effervescence absolument géniale du off, le festival off. Le festival off, ouais. Voilà, ce sont toutes ces pièces, toutes ces productions, compagnies indépendantes qui se produisent ici pour montrer leur talent, leur créativité, etc. Et puis essayer à la fois de séduire le public nombreux qui se pressent dans les rues d'Avignon, à l'intérieur des remparts, et c'est tellement magique en plus cette ville à cette période de l'année. Et puis aussi d'attirer des tourneurs, d'attirer des directeurs de théâtre un peu partout en France et en Europe francophone. Oui, pour faire venir des pièces chez eux. Voilà, pour faire venir les pièces chez eux. Et voilà, un petit coup de projecteur sur ce festival parce que on n'en parle pas toujours assez et il y a vraiment cette année, comme souvent, une très très belle programmation sur le off. J'ai vu des très très jolies choses. Quoi, par exemple, dites-nous, faites-nous rêver un peu avec une pièce de théâtre qui vous aurait déjà séduit. Une pièce formidable qui s'appelle Moby Dick, voilà, qui est une sorte c'est du Ken Loach au théâtre, c'est magique, c'est superbe. Ça se joue en ce moment même, donc il y a encore des possibilités d'y aller. J'ai aucun rapport, hein, je ne touche pas de droit, évidemment. Moby Dick, c'est vraiment mon coup de cœur de la semaine. Voilà, c'est une très très belle pièce, tout public. C'est au Théâtre des Gémeaux. Au Théâtre des Gémeaux à Avignon. Et vous savez, Avignon, Sud Radio, tous les soirs de 19h à 20h, on est en direct d'Avignon, du off et du in. Hein. C'est un moment formidable avec nos auditeurs qui interviennent parfois au 0826 300. Merci Pascal. Festival d'Avignon, messieurs, ça vous scotche ou vous les Parisiens ou au contraire, vous avez eu l'occasion dans votre vie d'aller à Avignon Non, moi j'ai pas eu ce plaisir. Voilà. C'est un truc à faire un jour, je pense. Ouais. Mais ce que j'entends dire à chaque fois, c'est que c'est génial, que ça met en valeur plein d'artistes, plein de talents. C'est un festival de créativité. Puis c'est bien de faire un peu rayonner ce qui vient de très loin chez nous, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la culture, au théâtre, c'est chouette. Tout à l'heure, on disait du mal de Denis Jacquet à Aya Nakamura, mais là, le travail de la langue ou sur la langue à Avignon est un moment essentiel. Non, mais j'ai rien contre elle. Hein. Elle a des mélodies qui marchent et tout, donc c'est une artiste à part entière. Elle vend plus vendue en France, dans le monde. Aux États-Unis, on l'entend sur les radios, dans les clubs, à Miami, etc. On l'entend, elle est là. Bon, les Nigériens sont encore plus présents parce que c'est là où se font beaucoup de morceaux qui marchent beaucoup aujourd'hui et de façon internationale. Mais Avignon, alors moi, je suis ravi que Pascal me donne une envie supplémentaire d'y aller. J'ai mon deuxième fils de mon premier mariage. J'en ai eu 8. On va tous savoir. Qui fait une école d'acteur, mais qui manifestement est encore plus doué pour l'écriture, qui a écrit sa première pièce et dont le rêve est justement de la vendre à une compagnie pour la passer à Avignon. Donc je rêve d'y aller avec lui l'année prochaine. Vous savez, Pascal, Denis et les autres, vous savez que on se moque parfois et on critique parfois les indemnités des comédiens, des techniciens et de tout le spectacle. Mais la réalité des festivals, des événements culturels, du Puy du Fou par exemple, des festivals donc musicaux ou de théâtre dans toute la France, c'est une pompe au tourisme et à l'attraction d'abord de nos concitoyens, mais aussi des étrangers. Et ça rapporte à peu près 53 milliards d'euros par an.
important à l'économie française, tout compris. C'est-à-dire y compris évidemment le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, et donc les comédiens, les techniciens, ils jouent un rôle considérable dans cette partie de notre économie. Donc merci Pascal pour ce coup de cœur, et rendez-vous ce soir entre 19h et 20h sur Sud Radio, pour Sud Radio en direct d'Avignon. Jamel Abdelak qui réalise l'émission me le rappelait à l'instant. Alors, Georges Kuzmanovic, vous vouliez pousser un coup de gueule, et un regret surtout en fait, parce que il y avait un grand enjeu économique pour la filière nucléaire civile française avec la Tchéquie qui devait choisir un opérateur pour relancer ses centrales nucléaires, et EDF a perdu. Eh oui, encore une fois. Donc cette fois, c'est 2 centrales nucléaires qui vont être construites par les Coréens. Les Sud-Coréens qui sont très bons en nucléaire aussi. Pas les Nord-Coréens, évidemment. Faut être précis. Par les Sud-Coréens. Alors la raison, c'est officielle, c'est du choix, c'est les retards des EPR français d'EDF en Finlande et en Grande-Bretagne, et que ça met les Tchèques en risque. En fait, c'est quand on voit ce qui se passe en coulisses que c'est plus problématique. Alors déjà, en 2022, la France avait perdu le concours pour la Pologne, qui a été remporté par Westinghouse, mais c'est aucune surprise, parce que les Américains ne veulent pas, et ils sont alliés avec les Allemands là-dessus, ne veulent pas qu'EDF soit un grand acteur international, même si les centrales Westinghouse sont de bien plus mauvaise facture que les centrales EDF. EDF, à un moment, a compté faire quelque chose en Ukraine. Enfin, pour ce qui restera de l'Ukraine, qui ne sera pas sous contrôle russe, ça sera Westinghouse, c'est-à-dire quand même 7 centrales nucléaires, qui sont en transition parce qu'elles sont construites sur le modèle soviétique, et bon, bref. Donc ça sera pas EDF. Et le fait est que l'Allemagne a réussi le programme géopolitique de Bismarck, de la Mitteleuropa, c'est-à-dire l'intégration géopolitique et économique de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est. Oui, c'est-à-dire qu'eux ont été à la manœuvre pour être les leaders, au fond, de la réintégration des Polonais, des Tchèques, des Slovaques. Puis ils contrôlent leur économie, et puis de facto, quand on d'essayer qu'on n'ait que des miettes. Quand on contrôle l'économie, on contrôle la politique. Or, vous savez que l'Allemagne, que ce soit par ses dirigeants, en particulier, et par le biais de combines au niveau de l'Union européenne, ne veulent pas qu'EDF se développe, voire font tout leur possible, comme l'ont expliqué Henri Proglio, Guénaud, Yves Bréchet, pour s'aborder EDF. C'est l'objectif, ils ne veulent pas que la France soit compétitive dans un moment où, en plus, eux se retrouvent dans un problème où ils ne sont plus compétitifs avec le gaz russe. Donc l'objectif est de s'aborder EDF, ce qu'ils font très très bien depuis des années. Et là, ils ont pesé de tout leur poids pour que la France ne soit pas choisie. Donc, bon, on est dans une Union européenne. En fait, ce que vous nous dites, c'est que cet événement qui peut sembler anodin et ne pas nous concerner en Tchéquie, qui est cet échec commercial d'EDF qui a raté ce contrat, en fait, il y a des données géopolitiques très importantes. EDF, quand on dit EDF et les centrales nucléaires, en fait, c'est tout un ensemble. C'est EDF, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables, le CEA, c'est Orano, Framatome, Technicatom, toutes ces entreprises, c'est de la très haute technologie. Les Français sont considérés, même par leurs adversaires, surtout par leurs adversaires, souvent comme les meilleurs. Mais justement, il faut les mettre de côté. Or, les Sud-Coréens sont très bons aussi. Samsung, par exemple, travaille beaucoup sur cette technologie. Reste, vous savez, en l'an 2000, on avait la Compagnie Générale d'Électricité, qui est un énorme conglomérat français, on avait Alcatel. Mais là, c'est relancé le nucléaire français. C'est intéressant l'exemple que vous avez dit. En 2000, Alcatel était premier leader mondial téléphonie. Tout ça a disparu avec le reste. Samsung est passé devant. En 2000, on était leader mondial. Donc pour vous, il y a une menace aujourd'hui sur notre filière nucléaire, notre savoir-faire. Avec nos dirigeants, on a laissé passer les Russes qui, eux, sont premiers, parce qu'ils construisent 19 centrales nucléaires dans le monde, avec Rosatom. Et résultat des courses, déjà par l'impéritie de nos dirigeants qui ont passé des accords débiles avec les Verts pour faire qui font qu'on n'a pas développé... Là, c'est reparti. Là, ça va repartir, mais le problème, c'est que on prend du retard, et c'est un des rares, parce que c'est bien la culture, ça rapporte de l'argent, mais il nous faut de l'énergie pas chère. Ok, Georges Kuzmanovic, on vous retrouve tout à l'heure avec ce débat et les autres coups de cœur et coups de gueule de nos 4 invités, nos 4 débatteurs. Mettez-vous d'accord. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier.
Et c'est reparti avec nos 4 débatteurs pour Mettez-vous d'accord jusqu'à midi. Je vous les présente. Pascal Bataille qui est en direct d'Avignon où il assiste au festival avec nous en visio. Bonjour, rebonjour Pascal. Georges Kusmanovic dans le studio ici à Paris, président de République Souveraine, la gauche souverainiste. Denis Jacquet, le grand défenseur des entreprises, l'ancien mouvement, vous vous en souvenez peut-être des pigeons, chef d'entreprise lui-même. Et puis Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Alors vous, on va finir par votre coup de gueule à vous, Alexandre. Vous avez pas aimé le refus de civilité, on va appeler ça comme ça, de certains députés LFI hier à l'Assemblée nationale pendant les votes, qui refusent de serrer la main du Benjamin de l'Assemblée, c'est ça? C'est ça. C'est un vrai coup de gueule contre ces gens-là parce que cette bien-pensance et cette poursuite de diabolisation du RN est en train d'installer de plus en plus profondément la violence dans la vie politique française. On a tous dénoncé ce qui s'est passé aux États-Unis. On dit, mais c'est affreux, on en arrive à des extrémités. Mais on est en train de construire le même type de scénario, vraiment de confrontation très dure entre les blocs. Et ce qui s'est passé hier à l'Assemblée est scandaleux. Alors pour bien comprendre, il y a une tradition quand on installe l'Assemblée. Il faut bien mettre quelqu'un qui est un peu maître de cérémonie, maître de séance, et on prend le plus vieux. Voilà. Et donc en l'occurrence, c'était le communiste qui était lui-même candidat effectivement au perchoir. Et puis on prend le plus jeune pour être effectivement en contrôle du bon déroulé du vote, avec on met son bulletin dans l'urne et on serre la main du Benjamin. Et le Benjamin, là en l'occurrence, c'est un député RN. Voilà. Ouais, alors les deux étaient RN, pardon, le doyen aussi était RN. Le doyen aussi. Pardon, je pensais que c'était Chassaigne était proche du doyen, mais c'est pas lui. Je pensais que c'était Chassaigne. Bon, et puis le Benjamin aussi. Voilà. Et donc à ce moment-là, effectivement, il y a toute une série de députés qui ont refusé de serrer la main du Benjamin au prétexte que c'était un rassemblement national. Il y a un moment donné, je trouve que ce type de comportement, jusque-là, à ce niveau-là, enfin, ils sont élus légitimement au même titre que tous les autres. Et ce matin, j'entendais Jean-Jacques Urvoas sur une chaîne concurrente de la justice socialiste, qui a quand même quelques fonctions et qui est plutôt réputé comme étant un bon juriste, un bon constitutionnaliste et accessoirement un homme de gauche, et qui disait, mais enfin, il faut être un peu sérieux. À l'Assemblée nationale, tous ces parlementaires, ils ont une égalité de droits et de devoirs, et donc une obligation de traitement à équité. Voilà, à un moment donné, il faut se comporter bien. C'est quoi le message que l'on envoie en France? Et deuxièmement, comment tous ces bons démocrates expliquent ça? Tous ces bons démocrates bien pensants, comment ils peuvent expliquer aux 10 millions de personnes qui n'ont pas voté pour eux et qui ont voté pour le RN, qu'en fait, ces députés-là, on les reconnaît pas. Voilà. Comment on explique ça en termes démocratiques clairs, et comment on fait en sorte que ça ne continue pas à accentuer le rejet de toute cette classe politique qui fait pas le job et qui en plus se comporte de manière étrange. Mais Alexandre, quand même, comment vous pouvez comparer ça avec l'action menée par les partisans de Trump le 6 janvier 2021, quand ils sont montés au créneau pour essayer d'attaquer, enfin ils n'ont pas essayé, ils ont attaqué et ils sont rentrés violemment à l'intérieur du Congrès. On n'en est pas là. Écoutez, la comparaison ne vaut pas raison. Vous savez, quand Jean-Luc Mélenchon installe dans le débat public le bruit et la fureur comme levier d'action de sa façon de faire de la politique. Quand vous voyez ce qui se passe en France depuis le 7 octobre, quand vous voyez comment on a instrumentalisé le conflit israélo-palestinien, quand vous voyez à quel point on est arrivé à dresser les communautés les unes contre les autres, quand vous voyez que vous avez 10, 11 millions de personnes, 13 millions lors de la dernière présidentielle qui votent pour le RN, et une autre partie qui vote pour des formations politiques radicales qui, elles aussi, ont des projets qui sont très alternatifs. Dire entre les gauches, les gauches des insoumis ou certains écologistes qui sont très radicaux dans leur posture, à chaque fois on est sur des gens qui ont quand même des visions de la société et des actions à conduire qui sont assez radicales. Respect ou pas pour les uns, enfin en tout cas ils font partie du jeu démocratique. Mais tout ça installe un débat quand même qui est souvent très clivant, très violent. On parlait des bassines il y a quelques instants. Ouais. Ce qui va se passer ce week-end, la bataille de l'eau dans le Poitou, voilà, très sincèrement, vous avez des gens qui viennent pour en découdre volontairement avec les forces de l'ordre au prétexte qu'ils ne sont pas d'accord avec une politique publique d'aménagement et d'exploitation de nos territoires pour effectivement permettre de vivre et de faire vivre l'agriculture. C'est des contestations qui vont jusqu'à la confrontation dure. Eh bien, quand vous avez à l'Assemblée la même chose, c'est-à-dire des comportements où c'est violent, enfin qu'en plus c'est filmé. Vous avez le plus jeune député qui est là et on refuse de lui serrer la main. Lui, il a fait un choix politique. Lui, il pense qu'effectivement, une bonne manière de faire la politique, c'est de faire autrement et de pas faire. Voilà, ils sont républicains, ils sont pas interdits. Il n'y a pas de condamnation sur. Voilà. Eh bien, le fait de pas leur serrer la main, ça entretient la radicalité des uns contre les autres, et tout ça dans un pays qui est déjà très fragile, très tendu, très fracturé. Ça ne peut mettre qu'une machine de plus dans la pièce à violence. Ouais, c'est de l'huile sur le feu. Ouais, Georges Kusmanovic, qu'est-ce que vous en pensez, vous, l'homme de gauche? Vous auriez serré la main du Benjamin de l'Assemblée? Bien évidemment que je lui aurais serré la main de la même manière que je serrerais la main
du député Raphaël Arnaud, qui a été élu à Avignon. On a parlé réputé Vichez, réputé très violent, donc un groupe ultra violent, mais il a la fonction. Il est député, d'ailleurs, c'est étonnant parce que la France Insoumise, entre autres par Jean-Luc Mélenchon, se plaignait de ne pas être respectés dans leur fonction, et c'est comme ça. Il y a l'homme et il y a la fonction. C'est quand on revit, c'est les deux corps du roi. Quand on parle du président, moi j'étais aux Invalides quand il y a eu la cérémonie pour le colonel Beltrame. Bon, l'homme Macron qui a donné sa vie pour libérer pas une du tout les mêmes valeurs que le colonel Beltrame, mais c'est le président. On peut ne pas aimer Macron, mais c'est le président qui salue le colonel Beltrame. Et là, c'est un député. Alors, c'est les institutions. Ouais. Vous l'avez dit, c'est pas lui qui a choisi, c'est vous qui l'avez dit, il a 22 ans. Et puis ce qui est intéressant, c'est le choc des classes sociales. Parce qu'on a une gauche qui, comme le dit Guy Lui, est déconnectée de plus en plus des catégories populaires. On peut rien y faire. C'est malheureusement comme ça. Pour le moment, on a des catégories les plus populaires de France, soit s'abstiennent, soit votent de plus en plus RN. Or, ce jeune garçon de 22 ans ne s'est pas vu la serrer la main par toute une série et député, oui, ne s'est pas vu serrer la main par toute une gens des centres-villes surdiplômés, alors que lui-même est fils de boucher. Et on a ça. Et à Avignon, on a une sorte de fête d'happening parce que Raphaël Arnaud, bon, il est député, mais voilà, a été élu et que ça a sauvé du fascisme. Et en fait, on a une déconnexion de plus en plus grave et importante entre les classes sociales en France et une France mais qui n'est pas représentée, parce que c'est pas 10 millions, c'est 12 millions, parce qu'il faut compter les 37 circonscriptions qui sont passées au premier tour. Donc, quand on additionne toutes les voix, c'est 12 millions, c'est colossal, c'est un électeur pour le sur Rassemblement 3. national. Donc, c'est pas, donc 2 sur 3 sont contre eux, mais c'est quand même 1 sur 3. Beaucoup dans les catégories populaires, qui déjà ne sont pas représentées dans les médias, la télévision, dans les films. Et, voilà. Et en plus, Mathilde Panot, présidente du groupe LFI, souhaite qu'il ne soit, alors que c'est le premier parti. J'ai aucune responsabilité au sein de l'Assemblée nationale. Responsabilité. Ça va finir mal, en fait. On peut pas avoir des dénis de démocratie. Qu'on les aime pas, il n'y a pas de problème qu'on veuille les combattre. Il n'y a aucun problème, mais on peut pas avoir d'un fonctionnement de déni de démocratie comme ça. Soit on décide que le RN, c'est un parti d'ultra-fascistes, on les dissout, on les interdit. À ce moment-là, c'est autre chose. Mais on ne peut pas à chaque fois s'en servir comme chiffon rouge. Mon Dieu, c'est la panique, le fascisme et les nazis vont déferler sur Paris. Et puis une fois que c'est fini, 12 millions on refait la tambouille, on en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, les Français, je pense qu'ils supportent plus. Ouais. Pascal Bataille, alors vous êtes à Avignon, vous, donc, qui a élu un député issu de l'extrême gauche, Raphaël Arnaud, réputé fichès, c'est-à-dire très surveillé, parce que réputé très violent, et étant le leader d'un groupe ultra violent, et pourtant député, lui aussi, vous lui serreriez la main, comme à ce jeune député de 22 ans, RN, qui est le Benjamin de l'Assemblée ? Et bien sûr, même si, en tout cas, je lui serrerai la main dans le cadre institutionnel et républicain qu'est celui de l'Assemblée nationale. Et je ne peux que souscrire à ce qui a été dit par Alexandre et par Georges. C'est la preuve d'un manque d'éducation au sens très large du terme. Éducation, d'abord, tout simplement la politesse, le respect de l'autre, quelles que soient ses opinions et ses idées, et quelles que soient les nôtres. Moi, je ne suis vraiment pas proche des idées du RN. J'ai même appelé à ne pas voter RN publiquement. C'est pas pour autant que ces gens-là ne sont pas, d'une part, respectables, d'autre part, des élus tout à fait légitimes, et en faisant ça, les élus LFI montrent bien qu'ils n'ont rien compris à ce qui s'est passé ces derniers temps, et que donc là aussi leur éducation politique est vraiment à revoir, en plus de leur éducation civile et civique. Et donc ça ne fait que ces gestes-là qui sont d'un ridicule même pas assumé, en fait, parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont dans leur bon droit et qu'ils font ce qu'il faut. C'est le camp du bien, le fameux camp du bien. Voilà, c'est totalement néfaste, c'est totalement nuisible à la démocratie. Ils se délégitiment en même temps qu'ils croient délégitimer leurs adversaires. Et quand Alexandre comparait ça de façon effectivement peut-être un peu rapide à ce qui s'est passé au Capitole. Au Capitole, oui. Je pense qu'il n'est pas si loin de la vérité, hélas, parce que quand on commence comme ça à dire il y a des bons députés et des députés qui méritent même pas qu'on leur serre la main, comment demander ensuite qu'on respecte l'Assemblée nationale, le Parlement dans son ensemble ? Denis Jacquet, d'un mot.
Vous J'aurais serré les mains. Alors j'aurais mis des gants parce qu'on peut pas avoir à la fois la nausée et les mains sales. Donc c'est un petit peu compliqué d'avoir les deux. C'est-à-dire, je pense comme aujourd'hui, député, vous auriez pas serré la main du serré, mais avec des gants symboliquement, en disant moi je peux pas pour différentes raisons personnelles et autres. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de nasillons à la LFI qu'il y en a encore aujourd'hui au Rassemblement national. Je veux dire, on peut faire tous les comptes et depuis le 7 octobre, comme ils sont tous déchaînés, on voit bien où ils sont et qui ils sont. Donc non, je l'aurais fait bien évidemment, et je pense qu'Alexandre a raison. Je veux dire, on est dans un chemin avec des petits cailloux et chaque petit caillou nous ramène vers un acte comme celui du Capitole. C'est-à-dire qu'on a polarisé la politique. Macron l'a fait avec des gants blancs, avec un costume énarchique, très chic, très à la française, très luxe. Mais il a fait ce que Trump a fait pendant sa présidence, c'est-à-dire de polariser le débat politique au point que plus personne ne peut dialoguer. Ouais, on va voir tout à l'heure, dans quelques minutes, ce qu'il en est du symbole, du signe que donne la réélection, non pas d'Ursula von der Leyen à la Commission européenne, mais bien ici, au Perchoir, en France, à l'Assemblée nationale, à la présidente de l'Assemblée nationale, de Yaël Braun-Pivet. Donc, c'est un peu le titre de Libération ce matin. C'est pas tout ça pour ça, mais changez rien surtout. Alors, est-ce que c'est ça ou pas? On va voir ça dans un instant avec nos 4 débatteurs de Mettez-vous d'accord. Allez, restez avec nous et très bonne matinée, mais restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à vous pour la qualité des débats et le pluralisme que vous apportez, qui fait un bien fou à notre démocratie. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et la question qui est posée, pas uniquement par la gauche d'ailleurs, par exemple André Chassaigne qui a perdu cette course au perchoir hier, le communiste, la question qui est posée par la classe politique, c'est au fond, quel est le symbole de cette élection, cette réélection de Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est le signe que finalement il est en train de s'organiser une coalition, voire une majorité entre le bloc central macroniste, proche du président, présidé par Gabriel Attal, et puis la droite, les LR, qui ont voté d'un seul homme et d'une seule femme, si j'ose dire, pour Yaël Braun-Pivet, pour éviter la gauche, disent-ils au Perchoir. Très bien, mais est-ce que c'est parce qu'ils sont en route vers une majorité, vers un accord, en tout cas pour un gouvernement? Voilà la question. Comment avez-vous analysé, messieurs, Pascal Bataille, Georges Kuzmanovic, Denis Jacquet, Alexandre Malafaye, comment vous avez analysé cette réélection? Alexandre Malafaye. Une fois n'est pas coutume, je crois que Nicolas Sarkozy avait raison quand il insistait pour que la droite française, les LR, fassent le job avec Macron et que Macron fasse le job avec eux. Voilà. Si ils avaient trouvé un moyen de travailler ensemble intelligemment dès 2022, ils auraient sans doute... On n'en serait pas là, c'est ça que vous dites? Je dis dis pas ça, parce qu'après, c'est pas une question de spectacle politique. La question, c'est qu'est-ce que vous faites concrètement pour les gens. Voilà. Et aujourd'hui, si on a une crise politique aussi profonde, c'est pas simplement parce qu'il y a des batailles à l'Assemblée ou que le gouvernement nous plaît ou nous plaît pas. C'est qu'il y a un vrai problème sur toute une série de sujets et une impuissance publique et un décalage phénoménal entre la promesse politique et la parole politique et puis la réalité que vivent les gens. Voilà. Donc ça, si vous voulez, petit à petit, ça sédimente et ça fabrique effectivement cet état de défiance dans lequel on est. Mais n'empêche qu'ils auraient peut-être pu mieux travailler ensemble, et ce qui aurait pu éviter peut-être que le score qu'on a constaté effectivement avec ces élections européennes soit ce qu'il soit, et qu'on ne dissolve pas l'Assemblée nationale pour garder un peu de stabilité. Parce que finalement, ce que maintenant Madame Braun-Pivet, d'ailleurs qu'elle disait, elle regrettait la dissolution, disait on aurait pu faire mieux et on pouvait trouver des équilibres au sein de l'Assemblée, ils vont devoir le faire. Sauf qu'ils vont devoir élargir le spectre. Que là c'est très bien, elle a 220 voix ou 221, voilà, super, mais ça suffit pas, il faut 289. Donc de toute façon, ils vont être obligés d'aller chercher un accord qui va aller au-delà et donc qui est intéressant. Est-ce qu'il est en route là? Est-ce que vous le voyez? De toute façon, ils auront pas le choix. Alors ils feront peut-être du coup par coup, mais bon, globalement, ça va être compliqué parce que pour l'instant, les socialistes sont liés effectivement au Nouveau Front Populaire. Ils semblent pas encore pour l'instant prêts à s'en démarquer parce que c'est aussi une manière de faire monter les enchères si par hasard ils devaient sortir du coup. Et c'est aussi une bonne manière pour eux peut-être finalement de prendre rendez-vous avec ce qui est plus important pour eux, c'est l'étape d'après. Hein, parce que tout le monde pense de toute façon pas à ce coup-là. Parce que là c'est sacrificiel d'aller. Justement, celui qui prétend, dont on sait qu'il a très envie d'être le candidat des LR en 2027, Laurent Wauquiez, et qui est devenu de fait le patron de ce qui reste du parti, Laurent Wauquiez a dit non, c'est juste pour éviter la gauche qu'on est allé soutenir Mme Braun-Pivet, mais pas question d'une coalition et d'entrer dans un gouvernement. C'est ce qu'ils disent, ils ne veulent pas y aller, effectivement. Ils veulent rester effectivement dans une logique parlementaire, mais pas gouvernementale. Georges Kuzmanovic.
Comment vous avez reçu cette élection hier soir? Pour vous, il y a par exemple une élection volée, enfin une victoire volée à la gauche? Vous qui êtes proche de la gauche souverainiste. Non, mais on a toute une série de dénis de démocratie. Alors effectivement, la coalition du nouveau Front Populaire, qui n'en est pas un, mais c'est un cartel des gauches, a remporté l'élection tant que c'est un groupe, mais il a remporté de manière... Là, il a fait la preuve de son unité quand même. Toutes les voix ont été sur Chassaigne, le communiste. Oui, mais moins. Et c'est une majorité relative, moindre que la majorité relative qu'a obtenue par ce qu'on appelle les centristes. C'est pas tellement centriste, mais par les macronistes plus les LR. Et donc, ils manifestent qu'à l'Assemblée nationale, ils ont une meilleure majorité relative, même si elle n'est pas absolue, mais une meilleure majorité relative que la gauche. Et donc, des dénis de démocratie. Ce que j'ai écrit hier, la gauche est cocu à nouveau, qu'elle a sauvé la Macronie, puisque sans l'accord de désistement de second tour durant ces législatives, elle a été prise à son propre piège. Renaissance aurait fini à 60 députés, si c'est pas moins. Oui. Ça aurait été un désastre. Les LR auraient pris le bouillon. Ça ne veut pas dire que la gauche aurait plus de députés, mais bon, le RN, eux, ils auraient fait 220, 240, 250. Donc ils ont bloqué le RN. Alors, Front républicain, c'est magnifique. Donc encore une fois, on s'assied sur quand même beaucoup de citoyens français qui... sur leur vote, sur leur choix. Et puis, tout est fait pour dire, regardez, les seuls qui sont hors système, c'est le RN. Donc, on ne va pas s'étonner de ce qui va arriver en 2027 si on continue sur cette pente-là. Donc, 2 élections où les macronistes et Emmanuel Macron perd, et à la fin, c'est la même qui est au perchoir. Alors, vous êtes en train de nous dire quand même, mes camarades de la gauche qui ont voté hier pour Chassaigne, qui sont dans l'hémicycle, finalement, en ayant passé des accords un peu plus tôt dans les semaines qui précèdent pour se faire élire, finalement se sont fait prendre à leur propre piège. Vous leur dites, la gauche est responsable de l'élection de Braun-Pivet hier, c'est ça? C'est paradoxal, ça. Et puis c'est pas fini, on va voir qu'est-ce qui va sortir comme Premier ministre, mais on a Madame Tubiana qui pousse, et puis Madame présentée. Alors c'est la candidate, Laurence Tubiana. Ultra-européiste, macroniste à fond. Et le truc, c'est de faire craquer le nouveau Front Populaire qui tient fort faiblement. Il y a beaucoup qui ont très envie de se débarrasser de la France insoumise et de la mettre dans un coin, même s'ils ont plus de 70 députés, et de faire une coalition baroque républicaine. Ouais, mais bon, pour l'instant, mais c'est ça l'objectif. Il faut reconnaître qu'hier, après l'élection de Yaël Braun-Pivet, ne serait-ce que avec cette mise en scène physique de la prise de parole, des prises de parole successives de Yaël, donc d'abord d'André Chassaigne aux 4 colonnes, ce qu'on appelle les 4 colonnes, l'endroit où les journalistes se précipitent pour interroger les leaders. Il y a eu d'abord Chassaigne, puis il y a eu Panot de LFI, puis il y a eu Boris Vallaud des socialistes, il y a même une écologiste dont j'ai oublié le nom. Ils sont tous succédés pour dire à peu près la même chose. Ça montre quoi? Ça montre quand même qu'en termes d'image, pour l'instant, le nouveau Front Populaire, contrairement aux vœux des macronistes par exemple, ça reste uni. Oui, ça reste uni, mais hier, ça va pas tenir, on va voir ce qui va se passer, mais le fait est que c'est uni, mais défait. Alors qu'ils ont le premier groupe à l'Assemblée nationale, mais pas suffisamment. Donc Macron va pouvoir continuer sa politique comme ça lui chante. Et puis il ne cède pas. Manu Bompard a sorti un tweet en disant que c'est inadmissible, c'est anticonstitutionnel que des ministres aient voté. Non, c'est constitutionnel parce qu'ils ont accepté la démission. C'est déjà arrivé sous Rocard. C'est même pas que c'est arrivé. C'est comme ça. S'ils n'avaient pas accepté la démission, ils n'auraient pas pu voter. C'est pas le cas. Donc ils se font manœuvrer par Emmanuel Macron qui manœuvre très bien dans un contexte. Le gagnant pour vous, c'est Macron. Mais dans un contexte où sa base électorale se réduit massivement, il arrive à manœuvrer en jouant sur les conflits, et il va faire pareil pour le poste de Premier ministre. Alors, Georges Kusmanovic de la gauche souverainiste nous dit le gagnant de la réélection de Yaël Braun-Pivet, c'est Macron, alors que c'est ce que vous nous avez dit en début de propos, alors que c'est pas du tout le choix des Français, que les Français ont dit à Emmanuel Macron, ça suffit, stop, on change. Là, rien n'a changé. On va voir ce que ça inspire à nos 2 autres débatteurs, Pascal Bataille et puis Denis Jacquet, dans quelques instants, après une page de pub, et on se retrouve toujours pour Mettez-vous d'accord avec nous sur Sud Radio. Très bonne matinée à tous. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. 4 débatteurs ce matin avec des sensibilités différentes. Denis Jacquet qui défend les entreprises, Alexandre Malafaille aussi d'ailleurs, qui est observateur de la vie politique avec le think tank Sinopia, Georges Kusmanovic, proche de la gauche souverainiste, et Pascal Bataille qui est avec nous, animateur et producteur de télévision. Alors vous, Pascal, vous êtes à Avignon, vous êtes au théâtre en ce moment et c'est formidable. D'abord parce que c'est tellement beau Avignon, et puis les gens sont tellement sympas là-bas que voilà. Mais puis il y a toutes ces troupes qui viennent jouer le off et le in, très bien. Mais vous avez suivi quand même la politique et la réélection au perchoir de Yaël Braun-Pivet, ça vous inspire quoi? Bien sûr, puisque quand on aime le théâtre, eh bien pour le coup l'Assemblée nationale, on est un fabuleux, même si la pièce qui s'y joue est assez déplorable. J'ai suivi ça et pour ne rien vous cacher, j'ai un œil en vous parlant sur les infos et effectivement des images de hier et de cet après-midi un peu malheureusement mémorable. J'ai l'impression que... Qu'est-ce qui vous gêne? Parce qu'elle a été réélue tout à fait légalement. Ce qui me gêne, c'est que justement, elle a été candidate déjà, qu'elle ait été réélue ensuite, et que manifestement, si le progrès de l'humanité s'est fait depuis l'aube de l'humanité en apprenant de ses erreurs, j'ai l'impression que on a arrêté ça sous l'ère Macron, parce que très très clairement, déjà représenter la même personne qui a été une présidente de l'Assemblée nationale, pour le moins pas très apprécié par la gauche, et pas très appréciable d'ailleurs globalement, et montrer que finalement on reprend exactement les mêmes et que tout recommence, c'est un signal. Alors je sais pas si c'est une insulte au peuple français, de l'inconscience totale, de l'arrogance à un point inimaginable, mais c'est incroyable que on représente la même qui était présidente de l'Assemblée, alors qu'on a dissous cette Assemblée pour essayer de gagner en clarté. Donc ça, c'est une insulte aux Français, c'est une insulte au vote qui a eu lieu au premier et deuxième tour. Et en plus, je pense que ça montre que nos députés, nos hommes politiques et femmes politiques n'ont toujours pas compris qu'aujourd'hui, on n'en est plus à faire des fronts. Le front, c'était bien pour les élections, le front anti-RN ou le front anti-LFI, peu importe. Mais est-ce que vous dites, Pascal, en fait, Laurent Wauquiez a commis une erreur en faisant voter son groupe pour Madame Braun-Pivet? Non, Laurent Wauquiez, il a fait, je dirais, son boulot. L'erreur, c'est que Madame Braun-Pivet ait été candidate et ait été représentée, et soit elle-même représentée, qu'elle ait pas eu la décence de laisser la place à quelqu'un d'autre, de plus consensuel. Et d'autre part, il faut absolument que nos femmes et hommes politiques comprennent qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de gouverner ce pays. Et comme le disait Alexandre, de répondre aux préoccupations des Français qui ont manifesté par ce vote à 3 reprises aux européennes et dans les 2 tours des législatives, il y avait un mécontentement extrêmement profond, et notamment pour des problèmes tout simplement liés à la qualité de vie, au pouvoir d'achat, effectivement. Pouvoir d'achat, immigration, sécurité, c'est les 3 sujets. Donc l'immigration, je pense que c'est un problème sur c'est ce que disent les électeurs du Rassemblement national. Oui, mais parce qu'à force de leur dire que c'est un problème, ils finissent par le penser. Mais sécurité certainement, et pouvoir d'achat bien évidemment. Oui. On a ce matin, on en parlera, je crois, tout à l'heure, qu'il y a il y a encore plus de milliardaires en France, et que par rapport au nombre d'habitants, la France est le pays qui compte le plus de milliardaires au monde. Par ailleurs, il y a quand même 10 millions de pauvres aussi dans ce pays. Il y a un moment où, si on ne prend pas en compte quand même un certain nombre de réalités, on va aller dans le mur. Et aujourd'hui, on n'en doit plus en être à l'Assemblée à faire des petits arrangements entre partis. On doit en être à comment essayer de dessiner un arc républicain intelligent, démocrate, oui, mais c'est peut-être le début de cette architecture. Parce que vous nous dites finalement, avec vos mots à peu près comme Georges Kusmanovic, on ne tient pas compte du choix des Français à l'élection, et c'est Macron qui a gagné. Bon, mais est-ce que c'est pas l'architecture de cette coalition? Hier, mais il a perdu, là il perd encore et il nous fait perdre. Ouais, bon. Denis Jacquet, alors vous avez un pied du côté des États-Unis, d'un côté de l'Atlantique, et un autre ici en France, puisque vous êtes français, mais vous travaillez aux États-Unis avec votre entreprise, mais votre plateforme, très bien. Mais
la politique française, ça vous paraît rien, croupion, ou au contraire, vous vous dites, mais ça ressemble au débat qu'il y a aux États-Unis? Bon, alors d'abord, vous avez la fameuse phrase, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, très honnêtement, il y a plus globalement un déclin de l'Occident à peu près sur toutes ses facettes, et donc la France n'en est qu'une des expressions. C'est-à-dire quand vous voyagez un peu, ce que je fais depuis 20 ans, où j'ai passé 10 ans de ma vie à prendre un avion tous les 5 jours, à un moment donné, on s'aperçoit que le petit microcosme français, ce qui s'y passe, il s'y passe à peu près la même chose partout. Pour une raison simple, c'est qu'on a abandonné les territoires, les gens qui y vivent, qui n'ont plus aucune raison d'espérer dans l'élévation sociale, aucune, et que tous ces gens qui sont désespérés se cherchent soit un ennemi, soit une épaule à laquelle s'agripper en disant « est-ce que quelqu'un va nous entendre ?» Donc, quand vous regardez la carte et les rouges aux États-Unis, ils ont voté Trump. Tous les territoires, moi je suis né dans un petit bled rural de moins de 20 000 habitants, qui est maintenant à 25% turc pratiquement. Les gens n'en peuvent plus. France, bon, en France, ouais. J'étais chez ma mère aujourd'hui, en face, j'ai des gamines en burqa de 10 ans qui viennent dans ce qui était une association franco-marocaine et qui est devenue une mosquée qui maintenant porte vraiment son nom. Ces gens-là, ils en peuvent plus de ça. Bon. Donc on n'a pas voulu les entendre. La gauche, pendant très longtemps, a dit du moment que j'ai le vote musulman, tu peux faire tous les imams radicaux que tu veux dans ta ville, il n'y a pas de problème. Et la droite a fermé les yeux, donc il y en a un qui est coupable, l'autre qui est responsable, donc au final, les deux sont coupables. Et puis moi, on m'a appris 2 trucs à l'école, très 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 simple. On mettait des chiffres l'un à côté de l'autre et on mettait un petit signe, un petit triangle en disant supérieur ou inférieur. Alors chez moi, 27%, qui je crois le chiffre de la gauche à l'Assemblée nationale, c'est inférieur à 73%, puisque c'est le reste de l'addition. Donc la gauche a gagné un peu tout le monde dans le même chat de l'autre côté. La gauche a toujours eu la victoire de la sémantique. Les progressistes, c'est toujours la gauche. La conscience, c'est toujours un mot de gauche. Ils ont été très forts dans le monde entier pour s'allier au camp du bien et de la bonne conscience. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils sont minoritaires à l'Assemblée et que le score vient de leur rappeler cruellement qu'ils ne représentaient rien et qu'un communiste qui est vraiment une poussière à l'échelle de la galaxie puisse arriver à la tête de l'Assemblée. Donc, la première règle, c'est 73, c'est plus gros que 27, donc à un moment donné, ça gagne. La deuxième règle, c'est que quand on parle de front républicain, on m'a appris aussi à l'école que dans une même phrase, normalement, on ne met pas 2 mots contradictoires. LFI et républicain, c'est 2 mots qui vont pas dans la même chose. Et la troisième chose, c'est que je pense qu'il y a une détestation totale de Macron et qu'effectivement, on en finit par arriver à la politique du pire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne solution. Et on a choisi peut-être la moins pire. Et la moins pire, c'est Yael Braun-Pivet ou une autre. Ouais. Mais ce que retiennent les gens, c'est que finalement, quand je regarde l'Assemblée nationale, le plus grand parti de l'Assemblée nationale, tout seul, sans fausse coalition, c'est le RN. Et qu'une large partie de ces gens qui étaient à gauche avant sont passés à droite, les ouvriers, les agriculteurs. C'est pas que tout à coup, ils sont devenus xénophobes d'extrême droite. C'est juste qu'ils sont des dégagistes pour certains, ou des désespérés, ou les deux de l'autre, et qui cherchent une épaule à laquelle s'agripper, et qu'on les a trahis. Donc, toutes ces petites victoires à court terme, vous le disiez très bien, c'est des victoires à court terme, ou Pascal le disait très bien, c'est une victoire à court terme, mais le politique a oublié quelque chose d'essentiel dans l'histoire de l'humanité, c'est le temps long, et le temps long saura se rappeler à eux en 2027, et là on va vraiment payer les dégâts. Oui. Et c'est demain, 2027, demain, oui. On est déjà presque en campagne, c'est ça que vous nous dites tous, c'est déjà même plus du temps long. Et le spectacle dans un an. Et très vite, mais le spectacle qui va nous être offert. Même avant, nous dit Georges. Ah oui, 2027, 2020X maintenant, on ne sait pas trop, parce que si l'Assemblée capote... Parce que si l'Assemblée capote d'ici un an, le président dissoute, c'est bien, mais il va être obligé de se mettre dans le mouvement et démissionner avant. Il faut quand même rappeler que cette Assemblée-là, et le gouvernement qui va être choisi, va dealer avec une crise de la dette. Et déjà, vous êtes sûr qu'elle va arriver, la crise de la dette française? Oui. 3200 milliards à 100% c'est pas forcément une crise de la dette, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une crise des marges de manœuvre. C'est-à-dire que faire de la politique et ne pas aller sur le chemin de l'austérité va être très compliqué. Voilà, c'est ça qui va être extrêmement difficile à vivre. Oui, on va subir beaucoup de mesures qui vont être très désagréables, mais qui n'ont pas du tout été annoncées. Ce qu'on a dit, c'est que tous ceux qui sont mis d'accord pour bloquer le RN vont faire une politique
antisocial d'un niveau jamais vu encore. Et en attendant, ils vont continuer à faire la tambouille, c'est-à-dire que les Français vont voir quoi? C'est que d'ici demain, ils vont élire les différents postes, attribuer les différents postes, donc la questure, les présidences de groupe, les secrétaires de commission, etc. Et tout ça, présidence de commission, pardon, et tout ça, en fait, ça va se répartir entre accords de coalition gouvernementale ou parlementaire, et LR, visiblement, Laurent Wauquiez, il faut lui rendre un hommage, a très très bien mené sa barque, puisqu'il semblerait que sur les 18 postes à se répartir, LR, qui n'a que 10% des parlementaires, va avoir 7 postes. Bon, très bien, mais donc vous êtes en train de nous dire, les Français voient un spectacle qui est loin du choix qu'ils ont voulu, qu'ils ont exprimé dans les urnes, et donc ça va se retourner contre nous, de manière globale, contre le pays, parce que on va à une forme de chaos. Parce que tout ça, c'est le président qui dissout dans moins d'un an maintenant, peut-être 10 mois à peu près, 11 mois, en tout cas il en aura retrouvé le pouvoir, et puis c'est l'élection présidentielle derrière. Tout le monde pousse en fait, peut-être, tout simplement, Emmanuel Macron a démissionné. Ça réglerait peut-être le sujet. Non, mais l'élection présidentielle. Lui, il pense depuis un moment, parce que comme il pense encore qu'il a un recours possible, après le déluge, je vais revenir quand on a raté sa carrière comme Jupiter, on peut toujours essayer comme Phénix, c'est toujours une solution de retour à l'emploi, c'est la NPE certainement, il a fait un stage de réintégration professionnelle. Mais non, on va le payer très cher. Si tenté, alors moi je le dis d'autant plus facilement, mais vous trouvez tous, c'était ça ma question implicite, peut-être pas assez claire, est-ce qu'il faut pousser le président de la République à démissionner? Non, mais c'est quoi, l'article 68 il faut l'amener politiquement à une situation de blocage telle que lui-même sera obligé d'en tirer cette conséquence. Ça fera à plus courte échéance, qui de toute façon arriverait en 2027 quoi qu'il arrive, parce qu'aujourd'hui, de la même façon que Trump, on met l'élection demain, il gagne à 50 et quelques %. De la même façon, Macron dégage et le RN passe tout de suite. Pour vous, le RN sera gagnant au bout d'un moment, d'un tel scénario. Moi, je me dis, regardez ce qui s'est passé ces 30 dernières années en France. Est-ce que le RN peut vraiment faire pire? J'en suis arrivé là. Et moi, franchement, je ne vote pas et je ne voterai jamais pour le RN. Mais pas parce qu'ils sont xénophobes et plus dangereux que les autres, mais c'est juste parce qu'ils sont incompétents. Quand ils ont commencé à penser à faire un gouvernement, ils ont été chercher que des gens de l'extérieur parce qu'ils en ont pas à l'intérieur. Donc, ils sont juste incompétents. Ils n'ont pas de programme. Ils savent pas de quoi ils parlent. Bardella, il est nul. Enfin, je veux dire, Marine Le Pen, c'est une feignante qui a jamais bossé, donc je veux dire, elle a aucune idée sur quoi que ce soit. Donner les clés du camion à ces gens-là, mais au bout d'un moment, tu te dis, pourquoi pas essayer le pire pour rebondir, parce qu'il faut peut-être toucher le fond. On fait un tour. Est-ce que le scénario politique qui serait la conséquence du constat que vous venez tous de faire du symbole de la réélection d'Yael Braun-Pivet, c'est la démission du président de la République, Alexandre Malafaille, Georges Kuzmanovic, Pascal Bataille? Très court. Si l'Assemblée ne remet pas en cause le gouvernement, qu'il y a un gouvernement qui tient, parce qu'il y a une coalition qui permet d'agir jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à l'année suivante. Non, mais à supposer. Ouais. Mais par contre, s'il y a 3 ou 4 gouvernements qui sautent, ou même 2, d'ici juin 2025, effectivement, ce sera compliqué de maintenir l'Assemblée en l'état, avec encore des risques de gouvernement qui sautent, ne sera pas gouverné. Voilà. Et donc, le président aura une décision à prendre, mais dissoudre l'Assemblée pour redonner, si je puis dire, la voix au peuple, ça suffira pas. À mon avis, il sera obligé d'abord de démissionner, provoquer une présidentielle, et dans ces cas-là, effectivement, le nouveau président, qui ne sera pas Emmanuel Macron, lui, il va de toute façon commencer par dissoudre l'Assemblée pour essayer de recomposer quelque chose un peu plus. Il en aura le droit. Pascal Bataille. Pas vraiment mieux honnêtement que ce que vient de dire Alexandre. Je pense que c'est pas le moment. C'est déjà suffisamment le foutoir comme ça pour que n'ait pas en plus une élection présidentielle. Non, on pousse pas Macron dehors, c'est ce que vous dites. Non, pas tout de suite. Mais c'est très bien qu'il revienne un petit peu, qu'il reprenne un peu le sens des réalités et qu'il écoute un tout petit peu le pays. Voilà. Georges Kuzmanovic. Oui, mais il n'écoutera pas, et c'est vraiment pas comprendre Emmanuel Macron et l'hubris qui l'anime. Mettez-vous dans l'hubris, la folie de l'ego et de l'orgueil. Oui, mais mettez-vous dans sa tête. Il a fait le traité d'Aix-la-Chapelle où il brade la souveraineté de la France. Ça passe. Il y a les gilets jaunes, il mitraille, et ça 12 000 arrestations. Ça passe. Il fait des soi-disant des débats à travers toute la France. Ça passe. Covid, gestion catastrophique. Ça passe. 92% des actifs de France sont contre la retraite. 1 an de manifestation. Ça passe. 1 an de grève des urgences. Je ne raconte pas aux auditeurs le geste que vous venez de faire. 1 an de grève aux urgences, des urgences avant le Covid et après.
ça passe. En fait, le gars se dit, vous si pourriez vous êtes à sa place, c'est cohérent, vous tirez au dé, vous sortez tout le temps le 7. Je relance. Ils sont nuls, les autres. Ils sont nuls, les autres. Regardez. Et le problème, c'est que pour faire tomber le gouvernement, c'est comme pour avoir une majorité absolue. Il faut 289 députés. Et la question, c'est est-ce qu'il y aura 289 députés ? Et en fait, le seul qui aura le pistolet pour faire tomber le gouvernement, ça sera le RN, qui le fera si il voit un avantage politique quand la gauche déposera une motion de censure. Juste une suggestion. Très vite. Prendre Afflelou comme Premier ministre, parce qu'il pourrait donner des appareils auditifs à Macron. Peut-être qu'il entendra mieux. Venez me chercher, en fait. Bon, on va inviter Alain Afflelou et le président de la République. On va voir s'ils sont prêts à débattre. Bon, c'est une boutade, bien entendu. Puisque vous êtes notamment chef d'entreprise, Denis Jacquet, et que vous surveillez, vous, l'activité économique, et vous êtes passionné par ces sujets, et notamment par la marque France, on va parler de la France, de ses riches et de ses pauvres. Est-ce que la France s'enrichit ? Est-ce que la France s'appauvrit avec le nouveau classement, le 30e de Challenge des 500 fortunes françaises ? C'est dans un instant, c'est dans Mettez-vous d'accord. Vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et dans cette séquence entre 10h30 et midi tous les matins, comme le fait Valérie Expert le reste de l'année, elle est en vacances, j'ai l'honneur et le plaisir de la remplacer. Mais dans cette séquence, entre 10h30 et midi, ce matin, nous avons un chef d'entreprise, Denis Jacquet, qui, il y a quelques instants, nous proposait Alain Afflelou, l'opticien, comme Premier ministre, parce qu'il fait aussi des aides auditives, et vous suggériez d'en proposer une à Emmanuel Macron. Alors on va pas revenir sur ce débat, mais on va parler des fortunes de France, parce que vous qui êtes chef d'entreprise et qui êtes intéressé, ou vous messieurs qui vous intéressez à l'économie. Donc, outre notre ami Denis Jacquet que je citais à l'instant, il y a Georges Kuzmanovic aussi, proche de la gauche souveraine, Pascal Bataille, animateur et producteur de télévision, et Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Alors, les uns et les autres, je voudrais que vous réagissiez au 29e palmarès de l'économie française et de ses fortunes, des 500 plus grosses fortunes professionnelles de France. C'est-à-dire, c'est pas uniquement des biens privés, c'est les actions aussi. Eh bien, malgré un climat tendu économiquement, politiquement, on voit bien des tensions qui sont liées notamment aux problèmes liés à la guerre et à l'inflation. Le montant des richesses accumulées en France par certains, 147 milliardaires. Il y a 147 milliardaires, c'est-à-dire qui possèdent des actifs d'à peu près au moins 1 milliard d'euros. Et surtout, les actifs ont dépassé, c'est la première fois dans l'histoire du pays, 1200 milliards d'euros. Alors c'est les vêtements, l'économie numérique, l'intelligence artificielle qui sont en pointe. Et en revanche, par exemple, le patrimoine du luxe ou de l'immobilier se casse la figure. Bernard Arnault, François Pinault, on va pas les plaindre. Mais ils vont s'en sortir. Ils vont s'en sortir. Denis Jacquet avec ironie. Bon, ça va moins bien et l'immobilier, en effet, va pas bien. Qu'est-ce que ça vous inspire parce que c'est souvent l'occasion, la sortie de ce palmarès du magazine Challenge, finalement, de demander des impôts supplémentaires sur ceux qui gagnent, de taxer les surprofits, le retour de l'ISF. Ça, c'était la grande thématique du nouveau Front populaire cette année, Denis Jacquet. Alors ça, c'est un vieux débat très français, mais la première chose, c'est que l'ISF... C'est un bien qui est assez riche, qui gagne plus ou pas quasiment, techniquement, on rapportait rien au budget de l'État. On estimait pendant un moment, alors mes chiffres sont peut-être plus très à jour, mais qu'on a perdu à peu près une richesse de 4 à 5 000 milliards sur tout le temps de l'existence de l'ISF. Donc c'est un impôt qui rapportait rien, qui techniquement était lourd à administrer et qui a fait fuir tous ceux qui se promènent dans les rues de Bruxelles depuis 20 ans, ont compris que c'était une extension du 16e, 17e et Neuilly, grosso modo. Donc le nombre de Français autour de nous qui, avant de vendre leur boîte, sont partis à Bruxelles pour échapper à l'impôt sur la fortune, et tous ces gens-là ne sont jamais revenus. Bon. La deuxième chose qu'on oublie souvent en France, c'est qu'avant de partager les richesses, il faut les créer. Bon. Et les Anglais, avec leur humour qu'on connaît bien à notre endroit, disaient toujours, ils ont choisi le coq, c'est pas par hasard, parce que finalement c'est un animal qui arrive à chanter avec les pieds dans la merde. Je suis désolé de ce terme. Donc, et en gros, c'est un miracle en France qu'on arrive encore à réussir à créer des richesses d'entrepreneurs. Mais attendez, vous êtes en train de... On est un pays qui a tout fait pour faire en sorte de couper des têtes. Ouais. Mais on dirait qu'on va pleurer quand on vous écoute, parce qu'on est très critique à l'égard de ceux qui gagnent de l'argent, on les a chassés avec l'impôt sur
la fortune, mais n'empêche que les chiffres que je viens de vous donner, c'est que les entreprises et leurs propriétaires, les riches, se portent mieux que jamais dans ce pays. C'est ça la réalité. Et puis ce que nous dit par exemple l'économiste Thomas Piketty, c'est que le taux de ce que rapporte le travail est inférieur au taux de ce que rapporte le capital. Il faut se méfier de Thomas Piketty. Alors, Thomas Piketty, déjà, depuis très longtemps, a abandonné le terrain de l'économie pour arriver sur celui de la politique, comme beaucoup d'économistes, notamment ceux qui... les 300 de Mathilde Panot, mais moi je pouvais lui en trouver 800, qui approuvaient son programme, des mecs dans les facs de gauche qui disent c'est un bon programme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Mais c'est bien ou pas d'avoir ces 500 riches? On est un des rares pays dans le monde où les entrepreneurs de PME, c'est-à-dire les gens comme moi, ont un salaire moyen qui est pratiquement celui d'un salarié, mais avec les avantages en moins. C'est-à-dire qu'en gros, c'est à peu près 1882 € par mois. Donc les PME, les TPE, les commerçants, les artisans sont des gens qui la plupart du temps gagnent moins cher que les salariés moyens en France, qui sont à peu près à 23 ou 24 000 à peu près. Pourquoi ? Ça, c'est parce qu'on a des boîtes qui sont les plus petites d'Europe, qui ont moins de 20 salariés, qui n'ont pas de ressources en capitaux propres, qui n'ont pas de trésorerie et qui ne savent pas ce qu'elles deviennent dans les 3 prochains mois. Et qui sont principalement des boîtes soumises à des donneurs d'ordre, qui les tordent dans tous les sens. Donc ils gagnent un peu mieux que les smicards, mais ils ont en plus les charges et les risques. C'est ça que vous dites. Ils viennent se faire leur pub derrière les micro-télés, qui sont juste des tortionnaires de PME et qui les ont décimés pendant 30 ans grâce à la grande distribution qui a tué les PME et les PMI en France. Bon. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est que le monde est un monde dans lequel il y a 2% des gens qui cumulent une richesse de plus en plus importante, une classe moyenne qui disparaît et un appauvrissement du reste de la population. Donc la France n'échappe pas à ça. Et comme on est un pays de grands groupes, il y a des gens comme Bernard Arnault, etc., ou Xavier Niel, dont la fortune, on pense qu'elle est liée à Free. En fait, son patrimoine immobilier est aujourd'hui 3 fois plus important que son... Mais ils l'ont pas volé, cet argent. C'est pas des gens qui l'ont volé. Ils ont travaillé pour le gagner. Pas à ma question. C'est pas une question de vol. Vous répondez pas. C'est pas une question de vol. Et en plus, on est le pays le plus imposé d'Europe. Donc qu'est-ce qu'on veut leur prendre en plus? Et on leur impose eux à rien. C'est ceux qui sont imposés, c'est les PME, les petites entreprises, les classes moyennes et les catégories populaires, parce que tout le monde paye la TVA, y compris le mendiant dans la rue quand il achète un sandwich. Donc le problème, c'est que le problème de l'Occident depuis le milieu des années 80, c'est qu'on a un transfert de l'impôt des riches vers les catégories moyennes, et qui fait aussi un des problèmes de la dette. Oui, on les taxe pas assez. Partout. Les riches, les vrais riches, on les taxe pas assez. Bien, ils s'enrichissent. Donc, et ce chiffre-là, c'est un record tous les ans. Ils s'enrichissent parce qu'on les taxe pas assez, ou ils s'enrichissent parce qu'ils créent des richesses? Non, parce que l'économie est dérégulée, qu'on est sur le libre-échange, qu'ils peuvent s'installer où ils veulent, qu'ils sont intaxables, sauf les États-Unis, où vous vivez. Parce que Barack Obama, il me semble que lui, il a dit, même aux Suisses, aux banques suisses, vous allez nous donner la liste de tous les Américains qui sont là-bas, parce qu'on les taxera partout où ils habitent. Ils peuvent habiter en... Nous, on fait pas ça. Ils se traversent la frontière, ils vont en Belgique, ils vont en Suisse, on taxe plus. Bon, les Américains, ils sont quand même pas un pays de bolcheviques, c'est pas Mathilde Panot qui les dirige. Ils ont dit non, tu payes parce que t'es américain, sinon on te traque. Et sinon, vous, les banques, on vous emmerde. Les gouverneurs font ce qu'ils veulent. Nous, on n'a pas d'impôt sur la société, ni d'impôt sur le revenu en Floride. Et le truc, c'est qu'en France, on a une situation quand même délirante, c'est que les riches s'enrichissent, vous l'avez dit, partout. Mais en Russie, en Allemagne, c'est plus 85% sur 15 ans de fortune. Aux États-Unis, c'est plus 175. En France, c'est plus 427% en 15 ans, c'est x5. Les 1228 milliards là annoncés, c'est 50% du PIB. En 93, donc juste un an après. C'est favorable au pays ou pas? Non, c'est pas favorable au pays, parce que de l'argent c'est un transfert de souveraineté. L'argent quand on dit si Mathilde Panot, je sais pas qui, la France Insoumise venait au pouvoir, l'argent partirait. Mais vous savez très bien que l'argent n'est pas là, il est ailleurs. C'est l'économie mondialisée. Le problème, c'est que l'économie est totalement dérégulée. Il n'y a plus aucun moyen de contrainte, en fait. Et c'est la manifestation de ces fortunes-là qui s'accroît. C'est le fait qu'ils n'ont aucune contrainte. Alexandre Malafaille, une chose est sûre, il faudra revoir la fiscalité à la française, ça c'est sûr. Mais bon, parce que globalement, il y a de vrais déséquilibres qui n'encouragent pas le travail, l'entrepreneuriat, ça c'est bon. Je ferme la parenthèse. Après, objectivement, moi je préfère les avoir chez nous que les voir partir, parce que je pense que malgré tout, on a plus à gagner d'avoir toutes ces fortunes en France pour toutes sortes de raisons, parce que en général, ce sont des gens qui créent de l'emploi. Par ailleurs, c'est souvent des fortunes boursières. Et dernier point, en revanche, le vrai problème, il n'est pas qu'on est trop de riches, c'est qu'on est de plus en plus de perdants, de plus en plus de gens qui ne s'y retrouvent plus, de plus en plus de gens qui n'ont pas de projet, qui ne voient pas d'avenir. Et quand il y a trop de gens qui rentrent effectivement dans ce champ-là, la masse critique qui risque de mettre en cause le système est en train effectivement de se constituer. Et retenez bien un chiffre, c'est qu'il n'a pas bougé depuis 30 ans, c'est toujours une boîte sur 12 qui réussit.
Donc il n'y a pas de plus en plus de richesse enrichis. C'est-à-dire la forme de leur enrichissement a changé. Elle est essentiellement boursière. Il y a beaucoup de gens aussi qui peuvent perdre 20 milliards de leur valorisation en 24 heures. Alors donc, ces chiffres je vais vous dire flottants. la vérité. Je donne pas la conclusion à Pascal Bataille, non pas parce qu'il est chef d'entreprise, parce qu'il aurait gagné des milliards qu'il n'ose pas évoquer à la radio. Pas du tout. C'est pas pour ça. C'est parce qu'on n'a plus le temps, tout simplement. Merci messieurs. Désolé, au revoir Pascal. Mes excuses. Il est 11h57 et 30 secondes. Vous êtes sur Sud Radio. Dans un instant, on va parler des JO dans tous leurs états avec Joseph Ruiz. Mais en tout cas, mettez-vous d'accord. Merci à tous les quatre d'être venus apporter vos éclairages sur la situation politique et cette situation aussi des fortunes de France. Vous êtes sur Sud Radio avec nous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.